C'est un secret de polichinelle que le président de la République, Patrice Talon, souhaite et au-delà même a affirmé sa volonté de voir le Bénin prendre un nouveau cap. Il a envie que s'ouvre une nouvelle ère de développement pour cette nation qu'il dirige depuis 2016. Une volonté du chef de l'État qui s'est très tôt traduite par la mise en œuvre de nombreuses réformes dans divers secteurs. Mais depuis, l'une des réformes, celle-là qui paraît primordiale et essentielle à une mue totale du Bénin, qu'elle, pour ne pas dire, a du mal à être mise en œuvre. La loi fondamentale 90-032 du 11 décembre 2019, puisque c'est de cette loi qui est relative à la Constitution du Bénin qu'il s'agit, elle est déjà trentenaire et donc un peu vieille. On se rappelle des deux précédentes tentatives de révision. Pour parler de ce concours de plaidoirie initié par le professeur Joseph Diogbenou et dont l'une des questions était de savoir s'il fallait brûler la Constitution béninoise, un des candidats a répondu, je cite, « Oui, mais d'un feu intellectuel ». C'est peut-être dans cette situation de pyromane intellectuel que se retrouvent aujourd'hui les députés de la 8e législature. Ils ont en fait la lourde charge d'arrimer la Constitution béninoise aux défis contemporains. Révision de la Constitution béninoise, l'impérieuse nécessité, c'est bien là le thème de votre émission, celle-là qui aborde de façon particulière les questions d'actualité sous un angle politique. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Mercredi politique. Sur le plateau et pour m'accompagner, j'ai deux invités. Monsieur Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Dieudonné, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté le rendez-vous. On ne vous retrouve pas la plupart du temps sur le plateau du Mercredi politique. C'est un plaisir et le sujet mérite bien que nous y consacrons le temps nécessaire. Le deuxième invité, Anon Jules-Léon Kitty. Bonsoir. Bonsoir M. Babatoundé et bonsoir à tous les amis téléspectateurs de E-Télé et les internautes aussi, parce que je vous fais le reconstat que E-Télé quand même très dynamique sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et ça c'est important. Peut-être ce merci également à M. Maforican qui est en face de moi. C'est vrai que ce n'est pas le sujet de notre débat. C'est une appréciation, un encouragement qui nous vont droit au cœur. Avant d'entamer la discussion, on va se rafraîchir la mémoire avec cet élément. Dorothée Sosa remet à Patrice Talon le rapport du comité d'experts et à son tour de le remettre au président de l'Assemblée nationale. Un acte solennel qui revêt une importance capitale parce qu'il témoigne de l'avancée majeure des actions du chef de l'État dans le sens du renouement de la convivialité politique. Nous avons travaillé dans une ambiance quasi studieuse, courtoise, marquée, échanges parfois vifs, mais constamment mesurés et constructifs. S'agissant de l'assouplissement du code électoral et de la préservation des avancées législatives dans ce domaine, il conviendrait de modifier et de compléter la loi 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin en ses articles 41, 46, 47, 241, 242, 267. De la compléter par de nouveaux textes de façon à offrir aux partis politiques la possibilité de corriger les insuffisances des dossiers de candidature aux consultations électorales. Poser le principe de la disqualification du candidat et non celle du parti en cas de doublon constaté par la Commission électorale nationale, Sénat. Préserver la prépondérance des partis politiques dans les compétitions électorales et assurer la promotion des partis politiques suffisamment représentatifs au plan national. Mettre en place dans le processus de l'élection présidentielle un mécanisme de parrainage par des élus politiques, notamment communaux. Pour ce qui est de l'organisation des élections générales qui est apparue aux yeux des acteurs politiques béninois comme une nécessité pour mettre fin au cycle coûteux des élections, le comité a prévu pour la faisabilité deux conditions. La première tenant à son applicabilité immédiate et la seconde pour garantir sa pérennité. En ce qui concerne la condition préalable, son applicabilité immédiate, il faut uniformiser tous les mandats politiques électifs en leur appliquant la même durée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Une telle évolution nécessite une réforme de fond devant toucher la Constitution du 11 décembre 1990 en ses articles 50, 80 et 81, de même qu'une refonte conséquente du Code électoral. Le comité propose notamment de faire passer les mandats présidentiels, communal, municipal et local de 4 à 5 ans.
Le chef de l'État a, au nom du gouvernement, remercié tous les experts du comité pour le travail réalisé, mais aussi pour leur disponibilité. J'utiliserai tous mes moyens de persuasion, de sensibilisation, de lobbyisme pour obtenir de chacun des membres du Parlement actuel le sacrifice nécessaire, les efforts nécessaires, le patriotisme nécessaire pour la mise en œuvre effective des recommandations telles que vous venez d'en formuler l'expression technique. Le président de l'Assemblée nationale a quant à lui pris l'engagement de travailler pour l'atteinte des objectifs, ceci dans la mesure de ses prérogatives. Donc je compte bien sur le lobbying que vous voudrez bien faire au niveau de mes collègues pour que le lobbying de persuasion, d'explication, au niveau de chacun d'entre eux, pour que la mission que vous me confiez aujourd'hui en tant qu'institution, cette mission soit effectivement remplie. Pour ma part, je prends l'engagement à votre suite de faire le lobbying autant que vous pour faire passer le message du patriotisme pour le bonheur de notre peuple. Je prends l'engagement que les 5 propositions, c'est-à-dire 3 anciennes à améliorer et 2 nouvelles qui devraient être prises, je prends l'engagement que nous allons faire avec diligence, même en extrême urgence. En tout cas, en ce qui concerne mes prérogatives, je les assumerai de manière à ce que tout se fasse dans les délais requis pour le bonheur de notre peuple. S'il y a un point qui a suscité bien de débats, autant au niveau du comité qu'à cette rencontre, c'est celui dont la mise en œuvre nécessiterait la révision de certaines dispositions de la loi fondamentale. Patrice Talon s'est opposé à une révision qui touchera les fondements de la Constitution. À la suite de cette remise de rapport, on va écouter le président Patrice Talon dans des propos forts de sens. J'aurais beaucoup de difficultés à accompagner une telle démarche et m'impliquer même dans sa mise en œuvre par sa promulgation si des modifications devaient effectivement être faites, si nous ne trouvons pas les moyens de formuler ces modifications, aussi minimes soient-elles, si nous ne trouvons pas les moyens d'évacuer les craintes des uns et des autres, n'ont pas les moyens de rassurer les uns et les autres quant à toute possibilité aujourd'hui et à venir, ces modifications, toute possibilité de manipulation de ces modifications pour violer un esprit, un pilier fondamental de notre Constitution qui est le nombre de mandats, la limitation du nombre de mandats présidentiels. Vous savez qu'un acquis important auquel nous sommes attachés unanimement dans le pays, c'est que nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels au Bénin, quelles que soient les circonstances. Je n'ai pas de doute sur mes pulsions personnelles éventuelles, sur ce que mon esprit est capable de faire ou de devenir. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais nous avons l'obligation de disposer pour aujourd'hui et pour demain. Nous avons l'obligation de prévenir également toute pulsion qui pourra venir de l'un quelconque d'entre nous demain. Je n'ai pas tous les contours juridiques de la question. Je l'exprime comme un citoyen ordinaire, comme un profane. Je le suis en la matière. Mais je voudrais donc que les uns et les autres aient cela comme boussole, afin que si on doit formuler une quelconque modification pour servir la cause qu'on vient d'évoquer, il faut impérativement trouver une formulation qui rassure tout le monde et qui empêcherait, dans tous les cas, en toutes circonstances,
une quelconque interprétation de ces modifications pour remettre en cause ce pilier fondamental de notre Constitution qui est la limitation des mandats de président de la République. Si on ne parvient pas à le faire, mon lobby ne servira pas cette cause et je ne promulguerai jamais une modification constitutionnelle qui pourrait demain nous créer des histoires. C'est vrai, nous voulons progresser, mais nous voulons tenir compte de ce que nous sommes. Chers invités, retour sur ce plateau. Amis téléspectateurs, nous sommes avec deux invités. Je l'avais déjà annoncé à l'entame de cette émission. Chers invités, Monsieur Léandre, Monsieur Kitty, excusez du peu. Lorsqu'on se réfère un peu aux recommandations qui étaient faites, c'est vrai qu'on a dit qu'il faut procéder, pour la mise en œuvre de ces recommandations, il faut procéder à la révision de certains articles, notamment l'article 26, 42, 50 et 80 de la Constitution. Et à côté de cela, les experts ont verrouillé, on va dire, le nombre de mandats par une recommandation spéciale et ont précisé en outre que ces modifications qui devraient être apportées ne devraient pas être perçues comme une modification tendant à faire naître une nouvelle république. Lorsqu'on a toutes ces précisions, et qu'est-ce qui peut faire encore peur dans la révision? Bon ben, merci beaucoup. Moi, je pense que je prends la dernière partie, le dernier bout de votre question. Qu'est-ce qui peut encore faire peur? Le simple fait que vous trouvez la nécessité de poser la question m'amène à dire qu'il y avait une psychose fabriquée qui était là dans notre subconscient toutes les fois qu'on parle de révision. Et donc, un sociologue vous dira que quand dans le subconscient du peuple ou du citoyen lambda, il y a ces préjugés-là, même si vous pensez qu'on pourrait se faire confiance, les acteurs qui s'en occupent, étant dans un système de représentation, il faut quand même mettre les garde-fous qui, de façon manifeste, permettent aux citoyens, sans même être assistés, de se dire, ok, cette fois-ci, on a pris les précautions. Et lorsque vous parlez de garde-fous qu'on a eu à prendre, la phrase qui est proposée par le comité d'experts, il y a le mot « vie » qui est très capital dedans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels de sa vie. Ça veut dire que quand vous avez été président de la République du Bénin, une fois, et comme le dirait le président Kérékou, le peuple vous a fait confiance. Une deuxième fois, vous savez que de votre vie, on a dit vie, ça veut dire que tant que vous existez, vous, président de la République du Bénin, vous ne pouvez plus l'être. Quand on met ça dedans, si on n'a pas d'autres considérations, si les gens qui reçoivent ça n'ont pas d'autres intentions, je pense qu'on doit pouvoir être tranquille et aller à ce type de révision. Maintenant, le contexte dans lequel on veut opérer cette révision aujourd'hui, en mettant même ces garde-fous, vous savez que depuis que ça a été tenté chaque fois, il n'y a jamais eu derrière ou en amont un dialogue politique. Il y a eu des concertations, mais pas sous cette forme-là. Lorsque la classe politique s'est réunie et que c'est sur la base, à partir des recommandations du dialogue, que le comité des experts va à ces propositions, on pouvait même se dire la classe politique a déjà donné sa caution. Mais on met encore ces garde-fous-là, honnêtement, selon moi, rien ne devrait plus faire peur. Maintenant, nous ne faisons pas peur nous-mêmes. Ceux à qui on donne ce mandat-là pour opérer, qu'ils ne se fassent pas peur. Et qu'eux-mêmes ne se permettent pas d'aller introduire, comme le chef de l'État l'a dit. D'autres, parce qu'à l'Assemblée nationale, on ne va pas, parce qu'ils ont donné leur caution, ne pas faire le débat là-bas. On va poursuivre le débat un peu plus tard. L'objectif de la question, c'était de pouvoir prendre votre... Il n'y a pas de peur à se faire si les choses restent en l'état et si les volontés du chef de l'État pour avoir des précautions pour ne pas poser problème sont respectées. Monsieur Mafori, quand la révision de la Constitution, elle s'impose de fait, on va dire qu'il y a une certaine unanimité sur le sujet. Mais pourquoi cela est-il objet à fâcherie, objet à colère tout le temps? On en parle. On en parle parce qu'il y a cette psychose
continentale et psychose un peu africaine, les conditions dans lesquelles la démocratie est installée en Afrique, les velléités, donc les pulsions de révision opportunistes qui permettent de maintenir certains chefs d'État en poste, parce qu'à partir du moment où ils ont découvert que c'est le Parlement qui vote les lois et que le Parlement majoritaire peut voter des lois au nom de la majorité, bon, beaucoup de pays ont opté pour la révision de la Constitution. Donc il y a cette psychose liée à la révision de la Constitution. Ça, on ne peut pas le jouer. Regardez, déjà en 2006, il y avait cette volonté déjà des députés d'aligner des mandats pour empêcher que nous ayons une année 2006 électorale, l'élection présidentielle, 2007 et 2008 élection locale, 2007 élection législative et 2008 élection locale. Vous voyez, donc 2006, 2007, 2008, alors qu'une élection nous coûtait à l'époque au bas mot 10, 12 milliards de francs CFA. Donc, et jeter 40 milliards de francs CFA dans des élections et bloquer le pays. À chaque fois quand il y a élection, on voit que le pays est bloqué. Le coût psychologique, tout le monde est mobilisé à ça. Alors en 2006, les députés ont voulu, ils l'ont tenté. Mais dans 18 il n'y a pas eu de débat. C'était une volonté de certains députés de la majorité. Ils l'ont tenté, ils l'ont voté. Mais une fois au Parlement et une fois en contrôle de constitutionnalité, il y a eu cette décision de la Cour constitutionnelle qui a rejeté cet amendement au nom, pour absence de consensus. Pour absence de consensus qui a valeur constitutionnelle. Donc déjà en 2006, il y avait cette volonté donc d'aligner les mandats. Alors aujourd'hui, oui, le temps est passé et nous avons ce que nous n'avons jamais eu. Et Julien l'a répété opportunément, on a eu le président, donc vous-même dans votre introduction, le président a alors tenté 2 fois, à 2 reprises, lui-même directement, et la majorité une deuxième fois. Lui-même, il était partisan d'un seul mandat unique, clairement établi dans le texte. Et malgré ça, il y a eu, parce que on est parti dans une sorte de fronde systématique. Dès qu'on entend révision de la Constitution, on voit toujours une main cachée. On sent toujours qu'il y a une autre lecture à faire. On voit peut-être un autre texte caché derrière le texte qu'on met sur la place publique. Le texte, vous demandez aux députés qui ont voté contre, ils vous diront, on avait peur, on ne sait pas de quoi il était question. On ne comprenait pas cette affaire de mandat unique, on ne sait pas pourquoi ils s'accrochent à ça. Donc il n'y a rien de fondamental qui a empêché, qui a conduit les gens à ne pas donner quitter ce champ de l'État en 2017. En 2018, on a tenté, et les députés, on a dit, alignement des mandats, Cour des comptes, et puis représentation des femmes. Tout le monde est d'accord. Les entretiens qui ont eu informels, tout ça là, tout le monde était d'accord. Même l'opposition, la minorité parlementaire était d'accord. Même dans le débat général, tout le monde était d'accord. Au vote, les gens n'ont pas voté. Alors, quelle est cette retenue, quelle est cette psychose, quelle est cette phobie de la réalité, de vivre son temps? La Constitution, elle est faite pour être amendée. La Française, qui a créé la 5e République, qui est encore d'actualité aujourd'hui, et qui a plus de 60 ans d'âge, donc ça fait 61e année, la Constitution de 58, 61e année, a été amendée déjà 3 ans après. C'est-à-dire, en 62, elle a été déjà amendée 4 ans après pour introduire l'élection du chef de l'État sur une université directe, parce que Charles de Gaulle avait constaté que son élection par le Parlement ne lui conférait pas suffisamment d'autorité. Donc, une constitution est faite pour être amendée. Et je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies. On a regardé le chef de l'État, on l'a suivi d'autres personnalités. Et vous venez de le dire, je pense que quand on a mis dedans, nul ne peut exercer plus de 2 mandats de sa vie. Quand on met ça et quelqu'un encore dit que le texte n'est pas clair, je pense qu'il va falloir alors le psychanalyser et pour lui poser le vrai diagnostic de ses problèmes à lui. Moi, je pense que, honnêtement, il y a 2 atouts pour cette constitution d'aujourd'hui. Il y a d'abord le dialogue politique, toutes les forces politiques qui ont préparé ce dialogue, majorité critique et opposition. Vous parliez du dialogue politique. Le dialogue politique, on a vu que ce dialogue aussi a été objet à polémique parce que la société civile se réclamait partie prenante à ce dialogue. Et quand on sait que la révision de la Constitution pose un problème de principe à valeur consensuelle, est-ce que ce dialogue politique qui a pris en compte tous les politiques
a cette valeur, cette authenticité de pouvoir faire passer à la révision? Article de la Constitution, les partis politiques animent la vie politique nationale. C'est d'abord ça. La vie politique nationale est animée par les partis politiques. La Constitution est une affaire politique. La preuve, la Constitution elle-même a prévu les moyens de sa révision. La Constitution elle-même, article 154, 155, c'est donc, nulle part vous ne verrez qu'il faille consulter une société civile. Elle n'existe pas dans l'animation de la vie politique nationale. C'est des organisations qui se créent librement et qui s'administrent librement et qui respectent un certain nombre de principes, de règles de jeu. Je pense que la société civile est libre de faire des propositions à la commission des lois. La société civile est libre de faire, d'ailleurs, j'ai lu que la société civile réunie autour d'un consortium a pu faire ces propositions. C'est ça son droit. C'est ça son travail à faire et je pense qu'ils le font. Ils peuvent, comme il y a une pratique ancienne qui voit que quand la société civile écoute et crie un peu, on l'associe à tout. Du coup, on ne sait plus où est-ce qu'elle se positionne. Elle se mélange aux partis politiques. Les partis politiques animent la vie politique nationale. Je pense que c'est bon de le répéter. Et en plus, là où c'est compris, le dialogue politique, vous avez dit que ça a laissé d'être. Non. Le dialogue a été convoqué et préalablement avant la convocation du dialogue, le chef de l'État a voulu régler en même temps le problème des partis qui ont déposé les dossiers, mais qui n'ont pu se faire régulariser. Et donc, les gens retournés vers le ministère de l'Intérieur qui leur a donné un certain nombre de mécanismes, en tout cas de comportements adoptés. Ceux qui se sont pliés à ces comportements ont eu leur quitus. Nous sommes dans l'administration. Donc, préalablement à ce dialogue, le chef d'État a ouvert la voie à tous ceux qui voudraient se rendre officiels. Et il a convoqué maintenant, il a invité au dialogue tous ceux qui se sont rendus officiels. Il a mis un modérateur qui n'est connu, affiché nulle part. Il a mis un rapporteur dont on connaît les positions politiques. Je pense qu'il a créé les conditions et il aurait pu diriger lui-même ce dialogue. Il aurait pu mettre en place un ministre d'État. Il aurait pu mettre le médiateur de la République. Je pense qu'il a préféré une personnalité autonome, libre, qui a pu faire. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que... on ne peut pas non plus faire le lot de l'unanimisme, qu'il y ait des voix divergentes, c'est normal. On est dans un état de droit. Mais il se fait que la machine du dialogue est une machine qui a ébranlé toutes les forces positives, et incline à la modernisation de notre vie politique. Et aujourd'hui, il me semble que les actions qui sont en train d'être faites concourent en tout cas à cette modernisation et répondent en même temps aux craintes des populations. Les populations n'ont aucune crainte à avoir d'avoir une constitution. Un pays pris d'assaut par un chef d'État, 10 ans dans votre vie politique, à diriger le pays, c'est largement suffisant. Et je pense que c'est la trouvaille majeure du Bénin qui va faire tache d'huile dans toute l'Afrique. Monsieur Kiti, vous aviez parlé aussi du dialogue politique qui a été un préalable à tout ce mécanisme qui est en train d'être mis en place et qui a abouti sur la table des députés qui vont certainement statuer demain sur la question de la modification de la Constitution. Ce dialogue, pour vous, est-ce que c'est une base assez forte? Est-ce que c'est une base légale pour pouvoir donner le résultat que nous sommes en train de constater? Je remarque que, en fait, il y a, même quand les hommes à visage découvert ne portent plus cette crainte, cette psychose-là, il y a cet esprit-là qui veut que on dise par le passé, pour les autres tentatives, il n'y a pas suffisamment de concertation. Le jour où il y a un dialogue politique, où tous les partis politiques régulièrement enregistrés, qui ont donc une existence juridique, le chef de l'État, je vous le rappelle, n'avait pas une autre possibilité de faire ce dialogue politique-là. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas inviter des partis qui n'existent pas juridiquement. Concédons-lui cette volonté, cette envie de respecter la loi. Et lorsqu'il a rencontré, je crois, le 15 juillet, les partis politiques qui étaient engagés dans cette démarche administrative au niveau du ministère de l'Intérieur, pour donner un coup de pouce pour que ça se règle, il a clairement montré que c'est un prélude à ce dialogue. Ça veut dire que l'éventail des partis politiques qui devraient y participer a été élargi. Et il y a eu 9 partis régulièrement enregistrés. Vous avez vu quelques soupçons qu'il y a eu avant que les partis
officiellement, donc de l'opposition, déclarés comme parti d'opposition, ils ne prennent pas. J'ai envie de dire, il y a eu un bon management et il y a eu, comme on a l'habitude de le dire, Dieu qui aime le Bénin. Et il y a eu les... Sinon, vous seriez en train de parler plus que ça. Et ceux qui sont les dirigeants des partis d'opposition, ils ont l'âge pour être suffisamment responsables pour qu'on ne les manipule pas. Donc pour moi, ils sont venus à ce dialogue en toute connaissance de cause. Lorsque les sensibilités politiques du pays se sont réunies, lorsque la Constitution, que tout le monde demande à ce qu'on respecte comme un fétiche, cette même Constitution dit que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique, la vie publique et politique. Honnêtement, pourquoi on veut passer outre? Et si vous voulez, le débat de société civile, puisque vous posez la problématique de la crédibilité de ce dialogue politique-là, moi j'irais jusqu'à vous dire, cette société civile, en plus de ne pas avoir un statut qui se trouve dans l'une de nos lois, même s'il n'était même pas la loi fondamentale, elle existe où aujourd'hui? Ce que nous sommes en train de faire, un débat d'une chaîne de télé, là, c'est une action citoyenne. Je préfère même l'expression comme ça, action citoyenne. Une organisation non gouvernementale ferait une action citoyenne. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, chaque député élu a la possibilité d'avoir un cabinet, a la possibilité de consulter des experts autant qu'il veut au sein de la population. Des groupes organisés ont le droit républicain de faire des propositions, d'aller vers... Vous savez pourquoi les députés viennent de plusieurs circonscriptions électorales? Ils sont proches d'un peuple, ils représentent un peuple. Donc des gens peuvent leur donner des propositions. Alors que la société civile... Et pourquoi on veut voir toujours la société civile en train de battre le Bacadam? C'est déjà ça. C'est-à-dire qu'on veut un schéma, le schéma auquel on était habitué. C'est-à-dire on veut voter une loi à l'Assemblée nationale. La société civile doit être en train de marcher dans la rue de Porto-Novo, sur l'esplanade du palais du gouvernement. Non, ce n'est pas toujours qu'on ne s'entend pas. Ce qui a été fait là, la classe politique a pris ses responsabilités. Le chef de l'État a mis la classe politique devant ses responsabilités. Et il ne s'est pas arrêté. Il aurait pu, à partir des recommandations du dialogue politique, et je peux vous dire, il y avait des gens qui étaient au dialogue politique qui suggéraient que les recommandations, la part de là, aillent à l'Assemblée directement, parce que c'est l'Assemblée nationale qui a prérogative pour passer pour légiférer. Mais il a encore dit, je mets encore sur place un comité d'experts pour une rédaction d'autres techniques de cette proposition de loi que des députés portent pour respecter la loi. Et maintenant, la phrase dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai été heureux d'entendre Mafoukan dire que ça va impacter non seulement le Bénin, ça va encore marquer un tournant important de leader du Bénin, mais ici, mais en Afrique. Vous savez l'actualité dans certains pays africains aujourd'hui. Vous savez qu'en Guinée, Conakry, ça bouillonne. Ailleurs, ça bouillonne. Le chef de l'État l'a d'ailleurs. D'accord. Mais le chef de l'État dit, moi, vous savez au moins, j'ai aimé l'élégance de son expression. Il dit, comme pour dire, si vous allez faire n'importe quoi à l'Assemblée nationale, la loi me donne le droit de promulguer. Donc je ne vais pas promulguer si ça doit comporter des éléments chrysogènes. Et donc on met de votre vie, vous ne pouvez pas faire plus de 2 mois. Ça veut dire que le chef de l'État qui est là lui-même, si on procède à cette modification constitutionnelle, ce qui n'est pas un crime, c'est que même s'il dort, il se lève un jour, dans son rêve, il trouve qu'il faut aller au-delà de 2 mandats, il faut qu'il aille vers... il faut qu'il change de vie. Voilà, ceux qui parlent de réincarnation. Voilà. Donc qu'ils reviennent et nous créent notre Patrice Talon pour qu'il se tape encore les 40 ans avant d'être capable de se présenter. Oui, donc honnêtement, je pense qu'on a évolué et j'ai l'impression qu'il faut qu'un jour dans ce pays, et ceux qui connaissent nos religions sur un certain nombre de questions, c'est vrai, on peut vous dire aujourd'hui, on adore que vous êtes dans tel camp, vous êtes dans tel camp. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a perdu la tête? Il y a quand même, c'est pas pour nous vanter, il y a quand même un certain nombre d'années que nous opinons sur un certain nombre de questions. Il y a plein de trucs qui se passent aujourd'hui, qu'on disait depuis. Absolument. Je suis heureux de le retrouver lui en face, ici. Et sur d'autres chaînes ailleurs, on disait, mais est-ce qu'on ne va pas bouger? Donc, moi j'estime que le dialogue s'est bien passé. J'estime que le dialogue a été une bonne caution pour qu'aujourd'hui,
on aille à une révision de la Constitution, mais là, avec sérénité, et que les députés respectent quand même cette volonté les précautions annoncées ou énoncées par le chef de l'État, non pas pour leur donner des ordres, mais en tant que celui qui, en dernier ressort, va promulguer la loi. Et aussi pour que nous n'ayons plus buté au niveau de la Cour constitutionnelle, qui va trouver qu'il y a des choses qui sont bizarres dedans. Donc honnêtement, moi j'ai pas de problème si les députés font correctement leur travail, s'il n'y a pas des esprits malins qui vont glisser des choses, mais la majorité a pris cet engagement-là. Et prenant la mesure de la situation, parce que l'objectif en allant au dialogue, c'est que les poches de tension qui existent encore, d'incompréhension qui existent, puissent être aplanies. Pour moi, le dialogue avait valait tout son pesant dehors, la base qu'il fallait a été une bonne base, voilà, à ce niveau. Je veux continuer sur la réforme du système partisan. Vous savez, la société civile a toujours profité de l'absence d'un cadre cohérent des partis politiques. Les partis politiques ont libéré le champ d'action politique pendant longtemps. On a dit, pendant longtemps, on n'a jamais eu de 90 à aujourd'hui un président de la République militant provenant directement d'un parti politique. Des gens, même des élus locaux, des maires, viennent des organisations autres que militantes, autres que partisanes, pour devenir maire, pour devenir député. Aujourd'hui, et donc du coup, la société civile, les ONG ont pris le pas sur l'animation de la vie politique. Vous allez voir tel acteur de la société civile dit tel ne doit pas être ministre parce qu'il a détourné, parce que si, parce que ça. Donc, nous défendons la Constitution, on ne doit pas réviser la Constitution, on ne doit pas prendre Mais ça, c'est des... Les ONG valident font des actions citoyennes sur telle ou telle action que le gouvernement veut prendre, que les politiques veulent prendre. Quand on parle du mariage pour tous ailleurs, où on voudrait que des gays, avec que des deux hommes se marient, ou que des femmes se marient, des ONG se liguent en disant, ah, il y a l'éthique. Il y a l'éthique, il y a la morale, il y a un certain nombre de valeurs de la famille. Voilà par exemple une action. L'écologie, voilà des actions dans lesquelles vous voyez. Mais les ONG ne rentrent pas dans la vie militante politique. La politique, c'est l'action des hommes et des femmes politiques, de ceux qui ont donné comme vocation d'animer cette vie et donc d'aller à la conquête et à l'exercice du pouvoir d'État. Donc, le fourre-tout qu'on a connu, certaines gens sont choqués lorsque le ministre Orunla a dit le dialogue politique, c'est pas une affaire de la société civile, c'est pas une affaire de clergé. On a dit jamais, mais comment on peut dire ça? Mais le clergé, comme les imams, comme nos grands pasteurs, comme tout, mais c'est dans nos mosquées, c'est dans nos temples, c'est dans nos églises. Ça, ils ont leur rôle d'éducation ailleurs que dans se mêler des activités politiques. Il y a pas longtemps, on a vu des prélats se mêler de l'animation de la vie politique. C'est pas leur rôle. Je pense que nous sommes des croyants, on est des chrétiens, on est des musulmans, nous allons dans ce milieu pour écouter la parole de Dieu, sous diverses formes, et parfois pour écouter la morale qui nous amène à un certain nombre de valeurs citoyennes par ailleurs. Et donc, le fourre-tout doit pouvoir être évité pour que chacun de sa place. Et donc, quand ça périclite, à un moment donné, moi j'ai écouté l'archevêque de Parakou avec beaucoup de plaisir quand il demande aux gens d'aller voter dans la paix. Voilà le rôle de l'église par exemple. On a écouté des imams qui disent la paix dans ce pays nous préoccupe. On a écouté des pasteurs de l'église protestante, on dit beaucoup de choses. Donc pour moi, voilà les rôles qu'ils doivent jouer de leur position, parce que c'est nos valeurs aussi morales qui sont par là. Donc à partir de ce moment-là, lorsque des politiques se retrouvent pour faire des débats politiques, pour définir des options politiques, il n'y a pas à mêler les autres. Parce que quand ça va péricliter, en cas de dispute, leurs voix viendront comme les voix citoyennes, comme des voix de... Donc, comme des voix de sages. Exactement. Donc du coup, vous comprenez que... Regardez en France, moi je prends tous l'exemple aujourd'hui. Avant c'était José Bové, bon après vous voyez dans la vie politique. Aujourd'hui c'est Nicolas Hulot. Il a fait une expérience au gouvernement, il est ressorti. Voilà des voix qui comptent en France. Et ces personnalités sont parmi les meilleures, les personnalités les plus aimées. Jacques Chirac a été au bas de sa popularité. Une fois qu'il a quitté la vie politique, il a commencé par animer la société civile. Et fondation, et lutte contre les faux médicaments, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Voilà des formules sur le réchauffement climatique qui a fait de Jacques Chirac un homme populaire au soir de sa vie. C'est pour dire quoi?
que, oui, il y a les actions citoyennes. Moi, je prends une société comme Alcré, à la de lutte contre le régionalisme, l'ethnocentrisme. Mais voilà cette valeur de lutte contre le régionalisme, l'ethnocentrisme, n'a rien à voir avec la révision de la Constitution. Par contre, il peut mettre en garde les politiques contre des actions on est maintenant à la discrimination positive. Voilà un schéma dans lequel on peut écouter Alcré, on peut écouter X, il y a les ONG pour la paix. On a Social Watch, non pas Social Watch, il y a une structure militante qui lutte pour la paix en Afrique de l'Ouest, ça m'échappe. Mais par exemple, pour eux, leur mot d'ordre doit être de valoriser, d'éviter toute révision qui puisse créer peut-être une discrimination. Or, aujourd'hui, le modèle à la discrimination positive, la position des femmes dans le monde est telle qu'on a envie de leur faire une petite place pour quand même de leur frayer une brèche pour qu'elles ne soient pas toujours. Donc, c'est l'occasion de les écouter sur ces aspects-là. Par exemple, regrouper les élections. Qui peut être contre? Aujourd'hui, quand on dit une année électorale, on sait qu'on a terminé, on s'occupe des tâches de développement. Voilà là où on peut les écouter. Et par exemple, donc, l'un dans l'autre. Je pense que la société civile a encore son rôle à jouer, mais pas un rôle de fourre-tout, pas le rôle des partis politiques, mais le rôle de structures de veille, des structures d'alerte, des structures qui sont là pour lever le ton, pour encadrer, enfin, pour essayer donc de raviver certaines fibres lorsque les politiques se gareront. Donc, vous comprenez que ce qui se passe aujourd'hui est dans l'ordre normal des choses. Je finis par ceci que la crainte, là où on doit se rassurer totalement, au-delà de sa vie qui est là, mais c'est que moi j'étais surpris quand le débat sur les gens continuent d'avoir peur après cette décision de la Cour constitutionnelle de 2014, où la Cour a quand même encadré la révision dans les questions fondamentales. Quand le chef d'État pose cette critère, je suis sûr qu'il avait un œil sur ces options fondamentales-là. La Cour a dit deux choses essentielles. En 2011, lors de contrôle de constitutionnalité de la loi sur les référendums, la Cour a sorti ces options fondamentales. C'est la décision 10067, si je me trompe, qui pose du 20 octobre 2011, qui pose les options fondamentales, qui dit aucune révision ne peut toucher à ces options: la limitation de mandat, la laïcité de l'État, la forme républicaine et le régime présidentiel, la limitation d'âge et un cinquième. Donc là, vous ne pouvez rien faire: limitation d'âge, limitation de mandat et laïcité, régime présidentiel et il reste un dernier. Vous ne pouvez pas toucher, aucune révision ne peut les toucher. À cela. Et plus loin, en 2014, la Cour, dans une décision, dit toute révision opérée par le Parlement ne peut emporter une nouvelle république, dans la mesure où le Parlement qui est issu de cette constitution de 90 ne peut pas se transformer en pouvoir constituant, donc en gestateur d'une nouvelle constitution. Vous avez un Parlement dérivé de cette constitution. Vous ne pouvez que amender la constitution. Vous êtes venu de la constitution. Vous êtes venu de la constitution. Vous ne saurez la changer. Donc, le fait de réviser la constitution, dans le cadre des articles 154, 155 de la constitution, ne peuvent pas emporter une nouvelle république. Donc ça ne peut pas changer la forme et ça ne peut pas transformer. On restera toujours dans la constitution de 11 décembre 1990 amendée. Donc quand vous avez ça, et les intellectuels le savent, les juristes le savent, tous ceux qui sont dans l'action politique le savent, c'est à eux maintenant de l'expliquer, de ne pas utiliser peut-être l'analphabétisme de plus grand nombre ou l'inculture de ceux qui pensent savoir mais qui professent du faux. C'est ceux qui savent qui doivent faire cet effort pour pouvoir éclairer la lanterne en disant depuis 2014 et dans la crainte que Boni Yahi nous révise la constitution pour se maintenir. Il me semble que la Cour constitutionnelle a emmuré notre constitution dans un certain nombre de marques. 2011, option fondamentale. 2014, qualification sur le pouvoir délibérant et donc le pouvoir du constituant originel et constituant dérivé et le pouvoir dérivé. Donc, quand vous avez ces deux,
Et voilà maintenant la volonté affirmée du chef de l'État. En disant, je ne ferai pas ces choses-là, je ne signerai pas, je ne promulguerai pas quand ça touche à ces options. Vous vous dites, mais toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour que nous passions ce cap de révision de la Constitution du 11 décembre pour nous projeter dans un monde meilleur, dans le monde moderne, dans les 30-50 prochaines années, pour nous moderniser. C'est bien là l'objectif du président de la République, je l'avais dit dans mon introduction, qui veut voir le Bénin passer à un nouveau cap. Monsieur Kiti, réviser la Constitution, on est tous d'accord, mais il y a une question qui taraude l'esprit de bon nombre de téléspectateurs, de bon nombre de Béninois. Pourquoi la passer en procédure d'urgence? Qu'est-ce qui presse autant? Ben, je voudrais d'abord vous observer que nous avons l'habitude, c'est pas un procès que je vous fais, hein, parce que vous avez pour rôle quand même de relayer ce que le citoyen lambda dit, quitte à ce que nous réagissions ici. Nous faisons souvent de la fixation sur, lorsque nous avons désigné un bouc émissaire, même si la loi dit que cela relève de la responsabilité d'autres acteurs institutionnels, nous pensons toujours à l'autre que nous avons désigné. Vous savez, décider de faire passer une proposition de loi en procédure d'urgence, ça peut être demandé, d'accord, par l'exécutif dans certaines conditions, mais quand les parlementaires qui portent la proposition ou les propositions de loi disent nous voulons le faire en procédure d'urgence, mais ils sont à l'écoute du peuple. Ils sont sortis, ces résolutions-là sont sorties du dialogue politique. Est-ce que vous savez qu'au dialogue politique, le mot qui est venu le plus, c'est que beaucoup ont dit allons vite, pour que tout cela soit porté par ce qu'on appelait les mesures d'apaisement. C'est vrai, c'est une rubrique qu'on a sortie où on a mis un panier, où on a mis quelques points. Mais dans l'ensemble, tout ce qu'on veut faire aujourd'hui, moi j'estime que tout ce qu'on veut faire, si c'est fait de cette façon, on peut mettre ça dans le panier de mesures d'apaisement. Pourquoi? Lorsque vous voyez les femmes en train de se plaindre toujours, pour dire trop de discours, pour dire on veut faire la promotion de la femme, beaucoup de partenaires techniques et financiers qui mettent de l'argent dans la formation des femmes au leadership, on les forme correctement et après vous ne les utilisez pas. D'accord? Oui. Mais on fait la promotion à ce dialogue-là. Et Mme Claudine Prudentieux a dit, à la limite, en suppliant les hommes politiques pour dire, les hommes politiques pour dire, la classe politique, pour dire, mais soutenez-moi pour que nous fassions ça. Et en rappelant que, à la 7e législature, auquel elle a siégé, qu'ils ont tout fait pour faire passer ça, mais qu'il y avait quelques dispositions de la Constitution qui bloquaient. Mais que le Bénin avait pris des engagements, avait signé des conventions sur la base desquelles le Bénin était obligé d'aller à cette promotion, à cette discrimination positive. Même pour représenter le Parlement béninois dans certaines instances de l'Union africaine, il faut un certain nombre de femmes. Aujourd'hui, est-ce que le Bénin n'a pas envie d'être dans cette tendance-là évolutive? Alors, lorsque les députés décident de passer ça en procédure d'urgence, pourquoi vous demandez qu'est-ce qui presse? Ils veulent aller simplement vite pour faire. Maintenant, si procédure d'urgence, vous le comprenez par tripatouillage ou bien l'envie de bâcler, bon, je vous dirais, c'est encore le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et les lois qui prévoient ça. Non. Comme je le dis, c'est une question aussi importante. Réviser la Constitution, c'est aussi important qu'il faille aller pas à pas. Non, procédure d'urgence ne veut pas dire violation des étapes. Exact. Vous êtes d'accord? Au niveau de la commission des lois à l'Assemblée nationale, par exemple, ils ont plein droit de dire, vous nous avez amené telle chose. On étudie, on fait notre rapport, discussion sera faite en plénière. Et puis, maintenant, la discussion, est-ce que la loi dit que la discussion doit durer 10 heures ou doit durer 5 heures? Maintenant, si entre eux, même s'ils disent procédure d'urgence, ça ne veut pas dire que c'est déjà voté. Quand vous allez même en procédure d'urgence, vous discutez quand même. Simplement, ils veulent aller vite. Et mieux, ça peut relever, je ne suis pas dans l'économie de l'Assemblée nationale, mais ça peut relever aussi de leur calendrier. Nous sommes en période de vote du budget de l'État, exercice 2020. Vous savez, le dialogue est venu, devait intervenir depuis. Mais le dialogue est venu à un moment où
les recommandations étant données, le chef de l'État a rencontré la conférence des présidents et leur a demandé un travail qui relève de leurs prérogatives. Si les députés ont, dans leur JBCR, beaucoup de choses à faire, et qu'ils pensent qu'on doit régler la question de ces lois complétives et modificatives à faire d'abord, donc c'est normal qu'ils veuillent le faire en procédure d'urgence. Maintenant, vous et moi en tant que citoyens, nous voulons que procédure d'urgence soit compris comme la loi le dit, comme le règlement le dit, comme respect de différentes étapes, mais en allant avec célérité. Et je finis en vous disant que la tradition au niveau du Parlement béninois, peut-être que c'est en train de changer maintenant, et si c'est le cas, ça va être bien, c'est que les gens font un débat, on est habitué à ça, on fait un débat de 2 heures, on prend une pause, on dit 15 minutes, et après, bon, c'est le lendemain. La preuve, même au dialogue politique, quand par exemple il y avait quelques suspensions et le facilitateur constatait que les gens allaient au-delà de l'heure, pour chahuter les gens, ils disaient « Ah, ça c'est une pause parlementaire ». Donc pour moi, je ne me mets pas le couteau à la gorge, je ne m'inquiète pas par rapport à la formule de procédure d'urgence. L'essentiel, c'est que toutes les étapes soient respectées et le constituant, le législateur a été tellement prévoyant que quel que soit ce que vous faites à l'Assemblée nationale après, ce que vous sortez va passer par le contrôle de constitutionnalité. Les 7 sages vont se penser là-dessus. Après, le chef de l'État va regarder pour dire « Je suis l'élu du peuple, je suis garant de la sécurité, de la stabilité dans ce pays. » Et on légifère pour l'avenir et pour la stabilité. Tant que ça va poser problème, je ne vais pas promulguer. Et tant qu'une loi n'est pas promulguée, elle n'est pas mise en œuvre. Donc pour moi, c'est vrai, on fait le débat. Mais je vous dis, ce que nous sommes en train de dire là a peut-être l'intérêt de rassurer le citoyen qui se dit « Ah, on a dit procédure d'urgence, ça veut dire qu'ils veulent faire quelque chose de bizarre. » Non, c'est prévu par la loi. Et tant qu'on est en train de respecter la loi, et tant qu'on écoute le peuple aussi, moi je pense qu'on peut y aller. Maintenant, nous ouvrons les yeux, nous tous, pour qu'à l'Assemblée nationale, parce que nous n'avons pas à donner carte blanche aux députés qui sont là et dit « Allez, chacun va dormir à la maison. » On écoute, et les débats parlementaires, on va les écouter. Évidemment. Voilà. Nous sommes déjà sur la dernière ligne droite de cette émission, encore une quinzaine de minutes. On va aller rapidement sur des questions. On va aborder quelques-uns des points qui sont inscrits au niveau de la recommandation, notamment la recommandation numéro 3 qui parle d'alignement des mandats et qui, au-delà, pour pouvoir sécuriser, on va dire, cet alignement, propose un poste de vice-président. Oui, d'abord la procédure d'urgence, je pense que je l'a dit clairement. On va y aller rapidement. Oui, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il faudrait que nous comprenions que cette disposition existe pour être appliquée. Et que, une fois que le Parlement existe, avec ses prérogatives, peut utiliser les prérogatives en respectant la Constitution. Et puis, sachant quand même qu'on n'est pas la première tentative de révision de la Constitution. Beaucoup de choses ont déjà été écrites. Rien n'est nouveau. Les gens, ce n'est que la peur des gens qui nous a toujours fait repousser, qui nous a toujours repoussé à reporter l'échéance. Donc, si c'est pour étudier, analyser, je pense qu'il y a plein de rapports du Parlement. Il y a les commissions Yolon-Fond, il y a Ivor, plein de trucs qui ont déjà travaillé sur la relecture de notre Constitution. Je pense qu'il y a assez de littérature pour aider les parlementaires. Et puis il y a le comité des experts qui est là. Franchement, je pense qu'il n'y a aucune crainte. Vous avez parlé de l'alignement des mandats, oui, ça fait partie des nouveautés. Et des points de réforme majeurs qui nous, comme je dis, nous projettent dans la modernité. On ne peut pas aujourd'hui continuer d'éjecter des milliards. Donc, s'il faut aligner les mandats, le problème est simple. Je pense que le professeur Dorothée sur ça l'a clairement expliqué dans l'interview qu'il a eu à accorder, qui a été diffusée sur nos antennes. C'est simple. Nous avons 3 types d'élections nationales. L'élection présidentielle, mandat du président de la République, 5 ans, renouvelable une seule fois. Les élections parlementaires, mandat des députés, 4 ans, renouvelable. Les élections locales, municipales et communales, mandat des élus locaux, 5 ans, renouvelable. Le problème qui se pose, c'est que, quand vous voyez déjà, il y a un décalage, c'est le 4 ans. 2 5 ans et 1 4 ans. Ça veut dire que si on dit élection générale, faire toutes les élections la même année, si on commence, on fait ça à l'année 0, à l'année 0, à l'année 4, le Parlement serait déjà au terme de son mandat.
Donc il faut faire une nouvelle élection déjà des parlementaires. Si on dit qu'il faut repousser d'1 an, on aurait violé la Constitution ou alors amender la Constitution. C'est ce qu'on voulait faire en 2006 quand la Cour a émis la question de consensus. Parce que c'était une majorité qui voulait le faire et le débat n'a pas eu lieu. Donc là, on n'est plus à ce niveau. Donc, il faudrait alors retrouver ou alors ramener les élections qui attendaient 1 an, les ramener à l'an 4. À 4 ans. Donc du coup, on serait trouvé dans une opération de manipulation de la Constitution. On vous dira que vous avez violé la loi, le droit des gens parce que vous raccourcissez un mandat de quelqu'un qui est élu et dont acte lui a été donné du mandat qui est de 5 ans ou de 4 ans. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, ce que le Parlement voudrait faire après le dialogue et le travail des experts, c'est que on ramène tous les mandats à 5 ans. Alors, si on ramène tous les mandats à 5 ans, comme on aurait pu les ramener à 4 ans, c'est l'un ou l'autre, mais 1 an de plus, c'est-à-dire mieux qu'un an de moins. Il faudrait régler la question essentielle de la vacance au niveau du pouvoir et de l'exécutif. Notre constitution, dans l'étape actuelle, a prévu que, en ces moments de vacances, que ça, quand le pouvoir est vacant définitivement, que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui prenne les rênes pour l'organisation des nouvelles élections, je pense 2 mois ou 3 mois après. 3 mois. 90 jours, voilà. Donc, alors, s'il faut le faire, et nous sommes dans une année où on a allié les mandats, ça a marché une année, et puis subitement, il y a une vacance du pouvoir. Vacance du pouvoir, donc ça veut dire que cette année-là, on n'a pas prévu, mais on a obligé de faire des élections présidentielles, les élections présidentielles donc anticipées, ce qui va fausser le jeu. Vous comprenez que donc, il est important alors de régler la question du reste du mandat d'un président dont le poste devient vacant. On a dit, et donc le comité a proposé, a parcouru les 3. Est-ce que la Cour constitutionnelle, ils ont dit clairement, le président de la Cour n'a pas de mandat, il est désigné, donc option à rejeter. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, ça va encore nous lancer dans une autre dynamique, c'est-à-dire que... Il serait dans un cumul de mandats. Il serait dans un cumul de mandats, ou alors il va falloir encore rentrer dans un long jeu. Et puis, la souveraineté, il n'aura pas... Il est élu, hein, mais il est élu député. Il n'aura pas cette légitimité qui porte en tout, qui lui permet d'être le président des Béninois. Or, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est un système que nous avons aux États-Unis, que nous avions eu ici au Sénégal, qu'on a tout récemment encore dans un certain nombre de pays, où il y a un vice-président de la République qui fait partie, qui a un ticket, c'est un ticket, vous allez en même temps le président au Nigeria à côté. Au Nigeria à côté. Donc, vous savez, je suis candidat à l'élection présidentielle, voilà mon vice-président. En même temps, c'est... Donc, vous êtes élu sur la liste avec votre vice-président. Donc, il détient aussi un mandat et autant légitime que légal que vous. Le problème est que lui, son mandat n'a de valeur que si le vôtre s'estompe. Dans les conditions clairement fixées par la loi, la Constitution. Donc, ici, on a dit aux fonctions mineures, pour moi, je pense que, je ne sais pas, dans l'intitulé, on aurait pu lui conférer peut-être un certain nombre d'attributs comme on a des institutions comme le Conseil économique et social, comme le médiateur de la République. Oui. On aurait pu dire, il prend d'office à la grande chancelier de l'Ordre national du Bénin. Bon, ça c'est une fonction du chef de l'État, mais comme c'est un vice-président, on aurait pu dire, bon, il devient grand chancelier délégué. En même temps, du coup, il exerce cette fonction quand le président de la République ne l'exerce pas, en attendant éventuellement une vacance. Et quand il n'y a pas de vacances, il exerce cette fonction de grand chancelier, de vice-président, de président du Conseil économique et social, ou du président, je ne sais pas quoi, ou du médiateur de la République. Là, il est dans l'action. Il n'attend pas que le poste soit vacant, parce que là encore, il faut éviter des situations de confusion. Donc, bref, vous comprenez que ce mandat de vice-président est utile, nécessaire pour stabiliser clairement l'alignement des mandats et nous permettre vraiment d'avoir des élections périodiques, mais à des années fixes et qu'aucune action de parcours ne nous perturbe. Oui, Monsieur Kiti, on sait ou plus ou moins ce que disent les populations lorsqu'on a vu un peu avec cette charte des partis politiques qui, le président aussi l'a reconnu, qui a causé beaucoup plus de problèmes que cela ne devait en régler et qui a voulu que les députés ensemble puissent revoir cela pour que les problèmes causés puissent être réglés. Lorsqu'on parle de l'organisation de la vacance de pouvoir avec la mise en place ou l'élection d'un vice-président en même temps que le président
de la République n'est-ce pas déjà un peu trop grand pour le Bénin? On dit qu'il faut poser un premier pas, ensuite un second, mais dans le cas d'espèce, toutes les recommandations qui sont faites sont déposées sur la table des députés qui l'ont passé en procédure d'urgence, c'est-à-dire que toutes ces recommandations seront votées presque au même moment. N'est-ce pas un bond qui dépasse un peu notre taille? Non, je pense que ça va être un gros péché que de dire, soit vous êtes un leader ou vous ne l'êtes pas. Si nous sommes fiers de dire qu'au Bénin, nous sommes un laboratoire de la gouvernance démocratique, nous sommes souvent pionniers dans un certain nombre d'innovations, restons pionniers. Maintenant, osons des innovations. Mais je répète quelque chose. Je préfère mener un débat où on s'attaque à la question spécifique sur l'innovation qui a été proposée pour démontrer que ce n'est pas pertinent, pour démontrer que il y a une intention malsaine, une mauvaise foi qui se cache derrière. Que de dire, tout comme fait, ah non, 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 c'est comme un parent qui veut faire l'enfant qui dit, bon, tout comme fait, moi je suis pauvre, hein, non, ne me mettez jamais dans l'ambition de porter un tissu tiga un jour. Non, jamais, non. Pourquoi? Et pourtant, il va à l'église pour prier pour que Dieu le bénisse. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous décidons, je pense qu'il y a un débat qui n'est pas suffisamment fait. Il y a des innovations qui se complètent. Il y a des innovations qui découlent d'autres. C'est vrai qu'on n'avait jamais entendu parler de l'histoire de vice-président. D'accord? Mais qu'on en entende parler un jour, pourquoi on n'a pas la tête sur les épaules? On ouvre les yeux, on regarde et on demande pourquoi on propose ça. Ce qui était dans la Constitution en vigueur aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, en cas de vacance du pouvoir, oui, d'accord, qu'on n'avait pas prévu, le président de l'Assemblée nationale prend. Mais tout compte fait sous 90 jours, ça fait 3 mois. On doit organiser élection présidentielle. Élection présidentielle. Lorsqu'on voit ce que c'est l'élection présidentielle dans notre pays, on peut évaluer. Jusque-là, on n'est pas tombé dans ce cas-là. Si on l'avait expérimenté, peut-être on aurait vu ce que ça coûte en termes d'argent, en termes de risque d'instabilité, en termes de coûts psychologiques. En cas de parjure, on dit, oui, si c'est le président de la Cour constitutionnelle qui va prendre. Mais même parlant du président de l'Assemblée nationale, si on aligne les mandats, si nous convenons, jusque-là, personne n'est en train d'attaquer l'alignement des mandats. Ok, si vous êtes d'accord pour l'alignement des mandats, ça veut dire que vous souhaitez avoir une même année où vous organisez toutes les élections. Quitte à voir après, est-ce que c'est législative et communale qu'on met ensemble, on détache présidentielle, ou est-ce qu'on fait tout ensemble? Maintenant, si nous maintenons, c'est comme ça que moi j'analyse, hein. Je ne me mets pas dans l'euphorie de je soutiens ou je ne soutiens pas. Mais j'interroge la proposition. Si nous sommes d'accord pour l'alignement, ça veut dire que nous souhaitons que tout compte fait dans les années à venir. D'accord? Il n'y a plus d'élections décalées. Très bien. Alors, si nous maintenons l'idée que s'il y a vacance de pouvoir, automatiquement, président de l'Assemblée nationale prend, ou bien président de la Cour constitutionnelle selon les cas, mais que sous 90 jours, on doit organiser les élections, mais comment on veut aligner après? Parce que le mandat de celui qui serait élu au bout de l'élection anticipée va commencer à partir du jour qu'on a déclaré qu'il est élu. On ne va pas créer un vide pour attendre que le mandat finisse, pour qu'il prête serment. Il va prêter serment et démarrer. Et vous n'allez pas dire que ce mandat est terminé parce que un autre moment d'alignement est venu pour vous. Donc vous serez obligé de rentrer encore dans un cycle de décalage. Maintenant, ce qui est proposé, l'aspect qui me paraît un peu sensible, voire dangereux, moi je préfère utiliser cet adjectif, c'est ça qu'il évoque en disant, est-ce qu'on ne va pas trouver, je vais parler terre à terre, quelque chose pour occuper ce vice-président qui, dans notre sociologie, ce que vous avez en tête, que beaucoup de Béninois ont en tête, qui ne disent pas, vous avez la pudeur de ne pas le livrer sur ce plateau, c'est qu'on dit, mais est-ce que le vice-président ne sera pas là en train de souhaiter que quelque chose arrive à celui qui est président de la République pour que cela... Mais écoutez, il y a des institutions
qui ont besoin, il en a cité tout à l'heure. Mais vous savez, au début du dialogue, le facilitateur a rappelé l'article 36 de notre Constitution qui nous impose le dialogue au quotidien. Alors, est-ce que, ayant fait l'expérience du médiateur de la République, par exemple, où manifestement on s'est rendu compte que dans la pratique, c'est quelqu'un qui est trop dans son coin là-bas, du coup le leadership ne s'impose pas. Et si un vice-président, vous voyez, ça fait plus fort. Un vice-président, mais qui est médiateur de la République, ça veut dire qu'il a de la matière. Tous les jours, il est dans ses concertations et il perçoit les signes de tension et il discute avec les gens. Pendant ce temps, il doit rester au contact du mandat. Très bien. Ça réglera deux problèmes. On accuse souvent le chef de l'État qui est là de ne pas être en contact avec le peuple. Pour moi, quand vous êtes vice-président, vous êtes si proche du chef de l'État, vous êtes à côté de lui. Si dans votre rôle peut-être de médiateur, c'est une idée comme ça, vous pouvez remonter, en dehors des partis politiques qui soutiennent le chef de l'État, qui le font, remonter un certain nombre d'aspirations. Ce chef d'État a moins d'occasions de se tromper. Du coup, les tensions, on va pouvoir les éviter. Donc pour moi, là encore, sans dire je suis dans une démarche militante, une démarche partisane, pour dire, pour peu que ce soit dit par quelqu'un de ce camp où le chef de l'État ou des députés de tel camp, je soutiens, non, j'interroge et j'imagine pourquoi c'est proposé. Maintenant, je souhaite que le débat soit intellectuel. Dans votre introduction, vous avez rappelé quelque chose. Vous avez dit qu'au détour d'un concours organisé par le président de la Cour constitutionnelle, on a dit qu'est-ce qu'il faut faire de la Cour constitutionnelle. Quelqu'un a proposé qu'il faut la brûler. Mais il faut la brûler avec un feu intellectuel. Donc, je souhaite que ces propositions qui sont faites soient étudiées la tête sur les épaules avec, c'est pas une démarche intellectuelle assez correcte. Et que chaque député, chaque acteur, même ceux qui se disent de la société civile, qui veulent bien qu'on les associe au débat de la gouvernance, c'est le moment. Pourquoi la société civile n'organise pas ce qu'on appelle des cercles de qualité, ne commet pas des experts? Une fois que c'est déjà dans le public, mais prenez ça, organisez des ateliers rapidement. Dites-vous, quand vous avez étudié, voici vos propositions, rendez ça utile. Ça va influencer le travail des députés. Donc pour moi, si nous biaisons encore le débat, cette fois-ci, honnêtement, on fera mal à ce pays-là. Maintenant, beaucoup vont comprendre, j'en aurais fini, que au lieu de dire, nous sommes d'accord avec alignement, mais sans réfléchir si alignement a rien avec l'autre qui est proposé, on dit, ah non, 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 et ça c'est pour que, et on va jusqu'à y placer des noms. Des noms. Vous avez déjà dit, ah, il veut mettre telle personne. Honnêtement, moi j'analyse comme ça. Comme jusqu'au si moment les gens étaient inamovibles, voilà, que ils vont passer. Ils vont passer. Le président de la République, le président Patrice Talon, qu'il le veuille ou pas, qu'il saute ou qu'il descende, il va gouverner, même si ça lui plaît, il fait un autre mandat. Si on met ce qu'on a mis là, même ceux qui étaient là avant, c'est 2 mandats il va faire. Maintenant on a mis même de sa vie, il ne peut pas faire plus de 2 mandats. Bon, s'il ne fait pas plus de 2 mandats là, il va mettre quelqu'un pour faire plus de 2 mandats ou 3 mandats. Encore que la loi ne lui interdit pas de faire un second mandat. C'est voilà. Vrai que c'est quelque chose qui a été dit au moment des campagnes. Non, moi je préfère, on a suffisamment fait ça. On va s'embourber dans... Moi, même si le chef de l'État, il ouvre la bouche maintenant, il continue de crier sur tous les toits. Excusez-moi de parler ainsi, je parle quand même du chef de l'État. Il dit à qui veut l'entendre. Moi, ça me plaît quand je dors de faire un seul mandat. Moi, Julien Kitty, c'est ce que je me dis. Je dis, ok, je rapporte que M. Patrice Talon a dit tant. Mais je regarde la constitution du Bénin et j'attends qu'il finisse son mandat et je me demande, est-ce que la loi l'autorise à dire je vais être encore candidat ou pas? Quand il va le dire en ce moment, la question de il a dit et il a encore dit le contraire relève de la morale. Et il ne faut pas prendre les gens sur les questions de morale ou des questions philosophiques pour dire, bon, vous les diabolisez. Il faut s'accrocher à la loi, voir est-ce qu'il est autorisé à le faire. S'il n'est pas autorisé, vous le combattez. S'il est autorisé à le faire, vous le laissez. Et le peuple est là pour sanctionner. Si le peuple est content de lui, il vote pour lui. Le peuple n'est pas content, il ne vote pas pour lui. Et donc, pour moi, ce problème ne se pose plus. Il faut étudier chaque pan de ces propositions qui sont faites. Et le vrai débat doit se mener à l'Assemblée, même si c'est en procédure d'urgence. Franchement, il faut que le débat puisse se mener.
Moi, je pense qu'il faut qu'on dépasse cette affaire de mandat unique. Je pense que lui-même, le président l'a déjà dépassé depuis, depuis le rejet de... Il a même dit que lui aussi a droit, en tant que citoyen, donc et qu'il avisera. Comme l'a dit Jules, il y a une constitution qui est en vigueur, ça lui donne 5 ans. Il est en train d'achever ces 5 ans. Il a la latitude de dire... C'est comme s'il y a des gens qui l'attendent au Carrefour à la fin du mandat pour dire « Ah non, tu as dit 7 mandats et il ne faut pas revenir là-dessus. » Je me rappelle François Mitterrand en 88, quand il fallait se présenter, il y avait des débats, on se demandait est-ce qu'il allait présenter sa candidature. Il venait de sortir, sinon il vivait encore une difficile et insolite cohabitation avec Jacques Chirac, très difficile pour lui, très dur pour le patriarche. On se demandait est-ce qu'il allait continuer, il est malade, il va abdiquer. Il a attendu tout le dernier moment, il dit, les gens parlaient de son âge, il dit mais beaucoup parlent de mon âge. La Constitution me donne la latitude de poursuivre. Je me sens en mesure de continuer, donc je continue. En fait, je me pose, comme je dépose ma candidature. C'est à quelques heures de la fin je ne l'ai pas cité, j'étais relativement très jeune encore, mais j'ai pu vivre ce moment pathétique. François Mitterrand dit, on parle de mon âge. Moi, j'ai encore la force de continuer. Je veux continuer. Donc, la Constitution lui donnait la latitude. Donc, le chef de l'État est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Qui dit je veux un mandat? On attend. Qui peut le plus, peut le moins, on attend. Cela dit, cette affaire, je pense qu'on ne va pas s'éterniser sur cette affaire de les différentes propositions. Toute constitution, on a demandé à l'autre quelle est la meilleure constitution. Il a dit pour quel peuple et à quelle période. Toute constitution véhicule toujours des éléments du temps et de ceux qui l'ont inspiré. Je pense que nous sommes en 2019. Ceux qui ont bâti le socle de la constitution de 1990, certains sont encore là. Ils méritent normalement qu'on les ovationne et qu'on leur reconnaisse le travail immense qu'ils ont pu faire. Ils sont encore là, Robert Dessous, Théodore Orlo, le professeur Maurice Arnaud Glairet, le père, et beaucoup d'autres. Ils sont encore là. Je pense qu'ils méritent les louanges, et ils méritent la reconnaissance nationale. Mais après, il faut saluer le rôle des cours constitutionnels. On n'a pas toujours été d'accord. Moi, je n'étais pas d'accord avec cette affaire de constitution de la valeur constitutionnelle en 2006. Mais qui suis-je? Un simple citoyen, un parmi plusieurs autres. Mais la Cour est une institution. Elle a délibéré, elle a valorisé, elle a imposé ce consensus qui est resté. En 2011, je n'étais pas d'accord avec les options fondamentales. J'estimais qu'il n'y en avait pas eu vraiment. On n'a jamais parlé de régime présidentiel à la conférence nationale. Et pourtant, ils l'ont transformé en option fondamentale. Ça est resté. Et aujourd'hui, ça s'impose à nous. Donc, les cours constitutionnels, la Cour même, par sa création, c'est une meilleure invention, une meilleure trouvaille dans notre constitution de 90 qui a permis à cette constitution d'avoir sa longévité. Donc il faut féliciter et reconnaître les mérites au père de la constitution. Après, il faut savoir qu'on est en 2019, ça fait 9 ans après, je pense que bientôt 30 ans. Il faut saluer les 30 ans, il faut célébrer les 30 ans par la nouvelle avancée, de nous projeter dans 30 nouvelles années avec une constitution dépoussiérée et dépouillée de certains repos totalement en contradiction avec le développement. Et là, je pense que nous sommes dans une révision à minima. Moi, j'ai toujours été partisan d'un grand nettoyage, mais nous sommes dans une révision à minima, mais déjà qui pose 2-3 principes importants, notamment le regroupement. Moi, je dis, rien que l'alignement des mandats seul suffit pour être heureux, pour être aux anges, parce que ça nous permet franchement de faire beaucoup d'économies. Et non seulement des économies réelles, palpables, mais également des économies de tension, des économies de crise en famille, de regarder, nous continuons d'avoir les séquences, les secousses, de vivre les conséquences de la présidentielle de 2016. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont les conséquences de la présidentielle de 2016. Je pense que si c'est normalement tous les législatives de 2019. Entre la présidentielle de 2016 et les législatives de 2019 qui ont exacerbé d'autres. Si c'est que 5 ans, après 1 an, on est passé à autre chose et on attend peut-être 3 ans encore pour se plonger dans une nouvelle dynamique. Donc pour moi, la réforme du système partisan, le rôle qu'on fait aujourd'hui aux partis politiques, pour moi, me paraît lucide et cohérent pour permettre à ce développement d'avancer. Ça, je trouve que ceux qui ont eu cette idée géniale, je pense qu'ils ont été franchement inspirés. Il y en a dont on ne parle pas beaucoup.
c'est cette affaire de statut de l'opposition. Je ne sais pas si on aura fait une place dans la nouvelle constitution, je n'ai pas encore lu la nouvelle mouture, mais j'estime que à partir du moment où nous sommes dans une nouvelle phase, il faut donner une place. On a parlé de la discrimination politique des femmes. Je pense qu'il faut donner une place à l'opposition, quelle qu'elle soit, qu'elle s'organise à son sein, qu'elle ait droit à la parole, qu'elle ait droit à la parole et qu'elle puisse s'extérioriser, s'exprimer et que des garanties de sécurité lui soient assurées pour que nous soyons, pour qu'on ne véhicule plus comment on appelle, les rumeurs. Comment je vois aujourd'hui les anciens présidents de la République, notamment le président Soglo, se mêler de l'activisme politique. J'estime qu'ils sont protégés par l'État. En tant qu'ancien président de la République, ils bénéficient des subsides de l'État en tant qu'ancien président de la République, et que normalement il y a des fonctions qu'ils ne doivent plus continuer d'exercer. Il y a des rôles qu'ils doivent laisser à d'autres. Maintenant, s'ils redeviennent chefs de parti, et patron de l'opposition, on les considérera comme tels. Mais quand ils ne le sont pas, alors il faut qu'on sache à quel... Autant ils sont citoyens qui peuvent aviser, qui peuvent donner leur opinion sur l'activité, sur la vie politique, sur la vie économique, sur la vie sociale, sur la vie culturelle. Ils peuvent le faire, comme moi, comme tout citoyen lambda. Mais ils peuvent être consultés par ailleurs, comme ancien président de la République, comme ancienne personnalité, comme personnalité. Mais quand ils sont dans l'activisme, il faut que je me demande alors à quelle fin ils le sont. Être en tant que leader de l'opposition, en tant que leader politique ou en tant que personnalité. Donc, il faut qu'on clarifie un peu ses rôles. Et moi, je pense qu'une fois que la vie partisane est bien encadrée, le système de l'opposition, la place de l'opposition bien gérée, je pense que ça permettra à chacun, on a parlé de la société civile tout à l'heure, je pense que ça permettra de savoir qui est chat, qui est chien, qui est biche et qui est panthère. C'est-à-dire, on saura concrètement dans la jungle quel rôle chacun joue, de jour comme de nuit, pour que la nuit, des loups ne se transforment en chats, enfin, des lions ne se transforment en loups, et des chats en panthères. On va faire l'effort de pouvoir libérer tout ceci pour que dans la jungle, chacun soit à sa place, comme vous le dites. Monsieur Ekiti, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Juste en quelques minutes, votre dernier mot. Ben, bon, c'est dire que rappeler à l'attention de chacun, et ça je le dis du plus profond de moi-même. Et je vous dis pourquoi, parce que j'estime que j'ai grandi plusieurs fois, j'ai observé ce pays pendant un temps. Il y a des gens qui ont commencé par le faire avant moi, d'accord? Nous sommes au terme du débat. Celui qui est en face de moi, quelques années avant moi, il observait ça. Pour le temps qu'il a passé à observer ça, moi j'interpelle notre génération, des gens qui sont capables aujourd'hui de dire, mais donnons notre avis, faisons la pression pour que nous changions de cap, que nous allions à une autre dimension, que nous suivions l'évolution du monde. Et que nous cessions avec, même si les réseaux sociaux nous poussent à ça, même si nous prenons du plaisir à dire nous avons 80% de la population analphabète en français, que nous cessions avec les débats, des débats qui se réduisent à des incantations. C'est-à-dire que quelqu'un, suivez bien les réseaux, quelqu'un vous dit, vous donnez un avis sur la révision de la Constitution par exemple, il vous dit non, 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 qu'est-ce que vous voulez en faire? Bon, c'est mauvais, point. Vous, là, on ne vous fait plus confiance pour faire ça. Je dis, mais comment je fais le débat? On ne vous comprend plus. On ne vous comprend plus. Vous êtes payé. Donc moi, j'estime qu'il faut qu'on puisse faire ce débat-là. Ensuite, je demande à ce que, surtout la question du statut de l'opposition, que ce qui s'est passé en avril 2019, où nous étions à cheval, nous étions le matin l'enclume par rapport à la légalité au respect de la loi. Et la question de légitimité où nous étions habitués à ce qu'il y ait mouvance présidentielle et parti ne tenant pas le même langage que le pouvoir, même s'il ne se déclarait pas selon la loi, parti d'opposition. Parce que ce que les gens ne vous disent pas, la loi sur l'opposition, le statut de l'opposition, ça existait. Mais bien sûr, ça existait. 2001. Mais personne n'a pu se mettre dans ces mots-là. Maintenant, ce qui a été demandé au niveau du dialogue, c'est quoi? C'est de rendre le statut de l'opposition plus attrayant, plus sécurisé.
Et aujourd'hui, je crois que dans les propositions qui sont faites, le chef de file de l'opposition, on a même dit les conditions dans lesquelles il doit être désigné. On a dit s'il a le plus grand nombre d'élus communaux. Maintenant, s'il y a même égalité d'élus communaux, on regarde le plus âgé parmi eux. Mais ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Maintenant, celui-là, vous savez, on est habitué à dire, être opposant dans notre pays aujourd'hui, quand tu parles, on va te traquer, on va te faire ci. Le monsieur a rang dans le protocole d'État. Il a rang pratiquement de ministre d'État. Et celui-là, et comme la tradition est de mise dans d'autres pays, nous voyons, le chef de l'État a l'obligation de consulter le chef de file de l'opposition périodiquement. Sur les grandes questions. Après sa désignation, il sera nommé en Conseil des ministres. Oui, mais c'est là encore prendre un bout de la... Demandez, moi, toutes les choses, tout ce que vous me dites dans ma vie, on m'a formé comme tel. C'est comme vous me remettez un document, vous dites de signer. On m'a appris qu'il faut le lire. Donc, je ne regarde pas votre tête, je ne regarde pas la couleur du document et je dis il est mauvais. Moi, j'ai interrogé des gens qui sont dans plusieurs milieux, parce qu'il ne faut pas penser qu'on a la science infuse, mais qui m'ont dit, mais il y a la question de tous les avantages. Au moment où vous demandez à ce que le statut de l'opposition soit attrayant, qu'on lui donne beaucoup d'avantages. Et donc, les finances publiques sont touchées. Maintenant, dans la nomination au Conseil des ministres, il semble qu'avant, il faut donner, quelle est la dimension, le poids qu'on donne à cette nomination. Est-ce que ce n'est pas un acte presque administratif qui est pris par le chef de l'État pour dire, vu que je vais mettre les finances publiques à la disposition de tels responsables, je le nomme. Est-ce que dans le décret de nomination, est-ce qu'il est dit, ou il sera dit, que le chef de l'État, parce qu'un beau matin, la tête du chef de file de l'opposition ne lui plaît plus, il va le gommer comme il peut enlever un ministre, et on a dit qu'il n'est pas membre du gouvernement. Vous savez que c'est sur les membres du gouvernement que le chef de l'État a le pouvoir donc de les nommer et de les décharger de leurs fonctions. C'est sûr que dans cette proposition-là, dans la modification de la loi sur l'opposition, je crois que c'était déjà prévu les mesures pour être déçues de ce statut-là. Ça doit être prévu également. Donc, comme pour le chef de l'État, il est prévu que même il peut être frappé, convaincu de parjure. Pourquoi on ne veut pas que le chef de file de l'opposition, on lui prévoit ça aussi? Maintenant, si c'est la nomination au Conseil des ministres qui gêne, les gens n'ont qu'à faire le débat. C'est dans la proposition, à l'Assemblée nationale, il dit, cet aspect-là nous gêne, mais quand cet aspect gêne, qu'est-ce qu'on propose? On propose, au lieu de bouter le débat dehors. Donc moi, je pense que nous avons une bonne occasion de nous relancer, de nous projeter, comme il a dit, dans les 30, 50 ans à venir. Et même la société civile dont vous parlez. Est-ce que vous êtes d'accord en tant que journaliste que la société civile d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 10 ans, n'existe plus aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a une usure. Il faut une renaissance. Absolument. Donc, il faut clarifier le paysage. S'il faut même donner un statut à la société civile, donnez. Moi, je suis pas contre. Non, elle a déjà beaucoup de statuts. Elle a envie à la table de discussion sur la gouvernance. Mais tant que ce n'est pas fait. On a vu des gens qui étaient dans la société civile qui sont oui, on a vu. Qui ont fait depuis l'honorable Adena Ladatine, Hubert Amebedji, il y a quelques années, c'était des grandes. Et c'était leur droit quand même, plus de 30 ans dans la société civile. Aujourd'hui, ils ont fait le pas, ils n'ont pas triché. Ils ont dit, nous allons faire le pas politique. C'est cela qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas mélanger société civile et parti politique. Cela dit, non, la nomination, la nomination de fait, c'est-à-dire que vous êtes obligé de nommer. En fait. Voilà. Est-ce que vous avez désigné suivant les critères? Quand les recteurs sont élus, quand les doyens sont élus, le chef d'État prend des prix en Conseil des ministres pour les nommer. Quand lors des désignations pour les institutions comme la HAC, une forme de reconnaissance. Donc oui, c'est une légitimation par un acte régulier, un acte légal, un acte réglementaire, donc de ce qui s'est passé, et pour engager les avantages liés, pour donner la stature administrative qui permette à la personne de revendiquer. Donc la nomination, c'est des actes unilatérales. C'est ce qu'on appelle les actes unilatéraux et personnels, ou bien les actes qui créent des avantages à des individus. Donc, alors tant qu'il n'y a pas cet acte réglementaire qui lui a conféré cet avantage, ils ne peuvent pas s'en prévaloir. Donc, je pense qu'il n'y a pas de débat à faire. Les juristes savent comment faire les aménagements. Le chef de l'État ne peut pas dire c'est telle personne qui me plaît, je prends. Les critères sont là.
Bien, je pense que ce débat était assez on ne l'aura pas terminé, puis de toute façon, dès demain, nous allons continuer les plateaux, parce que c'est le débat actuel, c'est le débat de l'instant, c'est le débat, il faut clarifier, il faut laisser aucune place à la désinformation, il ne faut laisser aucune place à l'intoxication. Nous, moi, je fais partie d'une génération qui a rêvé de ces instants. Je dois dire, comme on le dit en anglais, je suis en train d'enjoy, comme on dit, de savourer cet instant précieux parce que nous avons rêvé qu'un beau jour, qu'un pouvoir, qu'un leadership émane au sommet de l'État pour nous conduire vers une révision cohérente et intelligente de notre constitution. Je pense que ça va nous permettre de passer un nouveau cap. Nous sommes en train de le faire. Moi, je voudrais que les députés n'hésitent pas, qu'ils aillent au bout. Le texte, plus ou moins, je n'ai pas vu son contenu, mais quand vous lisez le rapport du comité d'experts, il est suffisamment clair, il est cohérent, il est intelligent et il est impersonnalisé. Totalement, je pense qu'il nous projette franchement vers un Bénin de demain. Donc, je voudrais que les oiseaux de mauvais augure ne manqueront pas à ceux qui veulent faire des blocages, mais que les députés courageusement nous aillent jusqu'au bout et pour le bien de le peuple. Moi, je pense que je leur souhaite bon vent et j'espère vraiment que la révision sera un acte et que dans les instructions, comme l'a souhaité le chef de l'État, que nous ayons une constitution corrigée, dépoussiérée, mais dans laquelle les textes, les dispositions nouvelles soient suffisamment claires pour qu'on ne retombe pas dans d'autres crédits. C'est bien clair et cela doit être aussi clair dans la tête de tout un chacun des Béninois. La révision de la Constitution, c'est un impératif. Il faut qu'on y aille si nous tenons à développer le Bénin. Le président de la République, Patrice Talon, a fait de cela son cheval de bataille. Les députés ont à leur niveau ce dossier. Peut-être bien que ça passera. Le souhait de tous, c'est que cela puisse passer pour que nous puissions passer un nouveau cap en termes de développement. Il faut des bases juridiques et notre constitution, on va dire, nous a confinés dans un certain schéma qui nous empêche de nous développer en 2019. 1990-2019, ça fait déjà 29 ans. Et après 29 ans, il faut passer un nouveau cap. Après 29 ans, il faut se développer. Amis téléspectateurs, nous avions débattu de ce sujet. Nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé tous les points. Le temps qui nous est imparti, c'est 1h30, nous l'avons fait. Merci à mes invités qui ont véritablement joué au jeu, qui ont véritablement fait le débat et, je l'espère bien, ont participé à éclairer votre antenne. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.